What's up gangsters? Fait que j'espère que vous passez une bonne vie. Une bonne vie. Donc je continue avec mes vidéos de romans et mon échantillonnage de plusieurs auteurs différents. Donc cette semaine j'ai lu mon premier Brown William Faulkner que je connaissais pas du tout parce que ça fait un bout que je m'étais pas mis à lire et donc pour résumer, mon but c'était de lire à la fois des trucs plus modernes, à la fois des trucs plus classiques. Fait que pour moi ça rentre dans les trucs, les romans plus classiques, encore possiblement faisant partie de la génération perdue, donc Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, puis donc les 1920-1930. Donc, je suis pas tant préparé que ça, j'ai juste ces petites notes-là. Mais avant de commencer, je suis allé voir sur mon ordi pour voir la définition de. En fait, pas la définition, la traduction de Stream of Consciousness. Parce que je voulais parler du fait que c'était écrit avec cet outil littéraire. Et en fait, je vais juste lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Wikipédia. Donc, parce que j'étais comme, c'est quoi Stream of Consciousness en français? Et je savais pas, donc j'étais allé voir. Je vais le lire. Donc, l'écriture sous la forme du courant de conscience, en parenthèse, ou flux de conscience, est associée à la littérature moderniste, en parenthèse, Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner et Claude Simon, où il apparaît pour la première fois sous la plume de la romancière Dorothy Richardson. Son introduction dans un contexte littéraire dérivant de la psychologie est attribuée à May Sinclair. Ok, je lis la définition, mais je vais le décrire comme comment je l'ai perçu. Là. Dans le fond, c'est. Puis après ça, je vais lire la définition. C'est parce que j'avoue que tout le début, peut-être la première moitié du roman, j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait pour quelques raisons. La première, c'est que chaque chapitre est écrit de la perspective d'un personnage différent. En passant, le synopsis, c'est l'histoire d'une famille dans le sud. Et la mère meurt et un de ses derniers souhaits, c'est de se faire enterrer à Jefferson, je crois, qui est une ville proche. Donc la famille décide d'exaucer son dernier vœu et partent pour Jefferson. Je pense que c'est Jefferson. Et c'est ça. Puis là, chaque chapitre est écrit à partir d'un point de vue différent, d'un personnage différent. Mais c'est écrit de la façon de. Comme c'est un mélange. C'est comme leurs pensées, leurs impressions. Tu sais, c'est comme quand tu penses à des trucs, c'est comme. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est un peu quasiment onirique, où c'est comme. Ok, et certains des personnages sont littéralement des enfants, ou même, je sais pas si j'ai l'impression que certains avaient des problèmes mentaux. Peut-être la façon que je parle, c'est un peu stream of consciousness. Fait que je vais lire la définition, puis après ça, je continue sur mes impressions. Fait que le courant de conscience ou flux de conscience, en anglais stream of consciousness, est en littérature une technique d'écriture qui cherche à transmettre le point de vue cognitif d'un individu en donnant l'équivalent écrit du processus de la pensée, habituellement considéré comme une forme spécifique de monologue intérieur. Il se caractérise par des sauts associatifs, en parenthèse, et parfois dissociatifs, dans la syntaxe et la ponctuation qui peuvent rendre le texte difficile à suivre.
Le courant de conscience et le monologue intérieur doivent être distingués du monologue dramatique où le locuteur s'adresse à un public ou à une tierce personne et qui est principalement utilisé dans la poésie ou le drame. Par exemple, les écrivains irlandais Beckett et Joyce ont tous les deux omis les points et les retours à la ligne, James Joyce ayant même supprimé les apostrophes. Dans le courant de conscience, les processus de pensée du locuteur sont le plus souvent décrits comme entendus, en parenthèse, ou adressés à soi-même. Il s'agit principalement d'un outil de fiction. Le terme initialement anglophone, stream of consciousness, a été introduit par le philosophe et psychologue William James dans l'ouvrage The Principles of Psychology, 1890. Donc, c'est ça, je pense c'était pas mal ça que j'avais dit un peu. Fait que c'est une œuvre difficile et complexe. Je sais pas comment ça se compare à James Joyce, là, parce que bon, beaucoup de gens disent que Finnegan's Wake et Ulysses de James Joyce sont des œuvres extrêmement difficiles, des final boss comme je dis des fois. Et mais je vous dirais que si la littérature plus complexe vous intéresse, ça c'est comme l'histoire. Pour le vrai, je pense que j'ai pas compris. C'est le genre de truc que tu relis. Puis j'avais lu un article sur Faulkner qui disait que la personne qui passait l'entrevue demandait à Faulkner, genre, certaines personnes ne comprennent pas votre œuvre après vous avoir lu 2-3 fois, qu'est-ce que vous avez comme à leur conseiller? Et Faulkner a légendairement répondu, lisez-moi une 4e fois. Fait que c'est certainement quelque chose que je vais relire et probablement je vais plus comprendre la 2e fois. Mais puis en plus c'était très dense, c'est des accents du sud et ça se passe, bon c'est écrit en 1930 mais ça doit se passer en 1800 au 19e siècle, là, je crois. Ça se peut-tu? Peut-être que je me trompe entièrement. Mais c'est comme un genre de casse-tête, si vous voulez. C'est une lecture plus ardue où il faut que tu lises entre les lignes. Et, mais le truc auquel j'avais pensé, c'était que peut-être que c'était une lecture plus facile pour les gens qui étaient plus intuitifs. Pour ceux qui ont fait le test de personnalité de Myers-Briggs, ça c'est la 2e lettre. Vous êtes soit sensoriel ou intuitif. Donc je crois que si vous êtes plus intuitif, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous parler. Et au départ, je savais même pas si j'aimais ça, parce que je comprenais, pour de vrai, je comprenais fucking rien. Mais pas fucking rien. Puis là, à un moment donné, les choses commencent à se placer, on comprend un peu ce qui se passe. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas. Je ne crois pas avoir tout compris. Mais c'est quand même relativement petit, c'est écrit gros. C'est des petits chapitres. Et c'est certainement quelque chose que je veux relire, donc que je vais garder dans ma bibliothèque et que je ne vais pas revendre. Et c'est très. Souvent, je sors le terme intemporel. L'histoire est propre à son époque, mais ça me semble très. C'est quasiment comme un mythe, c'est quasiment biblique. Souvent, les personnages affrontent les éléments, et c'est très comme l'eau, le feu, c'est très archétypal, puis pourrais-je dire.
famille, le péché. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je vais le relire et c'est sûr que ça m'a donné le goût de lire d'autres Faulkner. J'ai The Sound and the Fury, qui est, je pense, son magnum opus. Et il paraît qu'il est encore plus difficile. Et je pense que j'ai lu que Absalom est encore plus difficile. Mais sinon, je viens d'acheter Light in August dans une boutique de livres usagés. Je vais peut-être lire celui-là prochainement. Mais c'était. Mon but cette année, c'était d'échantillonner plusieurs auteurs, plusieurs styles, mais ça, c'est vraiment. C'est comme rien que j'ai lu dans toute ma vie. Et. Mais comme si jamais vous lisez As I Lay Dying, persistez. En plus, il n'est pas si long. Donc, ça, vous pouvez le lire en 2-3 jours, ce que j'ai fait. Et ben, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont lu. Et je vais donner ma note. Je vais donner un 9.4. Je trouve que c'est une œuvre béton. C'est un grand œuvre. Là. Ça, c'est un classique. Là. C'est... si c'était un film, là, ça serait comme du Tarkovsky ou... je considère que c'est très classique. Peut-être à la hauteur de la littérature russe, possiblement. Je sais pas. C'était très particulier et j'ai aimé ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres Faulkner. Je sais que les Français trippent sur Faulkner. Je sais pas pourquoi je dis ça. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. As I Lay Dying. Je vais souvent le relire. Si jamais je le relis, je ferai peut-être une autre vidéo avec des spoilers parce que honnêtement, je pourrais parler de l'histoire. Ok, je vais parler du spoiler. 3, 2, 1, spoiler. Comme honnêtement, j'ai pas trop compris la fin. C'est à la fin du roman, le père il revient avec une autre femme, puis il s'est acheté des dents, parce qu'il n'y avait pas de dents, puis il parlait tout le temps de ça de travers le roman. Comme quoi il voudrait juste manger les fruits que Dieu, la nourriture que Dieu avait mis sur cette terre, blablabla. Mais j'ai comme pas trop compris ce point, il y a une autre femme, puis il y a des dents. J'étais comme... Bon, j'ai pas catché non plus c'était qui avait mis enceinte Dewey. Son nom c'est Dewey Dell. La seule fille, ils sont comme... Ouais, Dewey Dell. Ils sont, je pense, 4 frères plus elle. C'est très tragique, là. Il y a plein d'affaires qui se passent comme... il y a un des fils... En passant, on a dit spoiler, là. Un des fils devient fou, puis il brûle une grange, puis il se brûle lui-même, puis à la fin il est dans un asile. Un des fils, lorsqu'il traversait une rivière ou un ruisseau, il se brise la jambe. Puis après ça, la famille, son père, il décide de mettre sa jambe dans du plâtre fait maison. Là. Fait que je pense que c'est comme quasiment du ciment ou une affaire comme ça. Mais à cause qu'ils n'ont pas huilé sa jambe, ou je sais pas trop, j'ai pas trop compris, sa jambe est totalement infectée, puis il y a de la gangrène. Fait qu'à la fin, il faut qu'il coupe sa jambe. Donc, c'est ça, un des fils d'un fou, un coupe sa jambe, une et tombe enceinte parce qu'elle a couché avec quelqu'un, je sais pas à qui elle a couché. Et elle décide de se faire aller voir un pharmacien, de se faire avorter, puis le pharmacien, je pense qu'il lui fait du chantage que pour lui vendre
le poison pour se débarrasser du bébé. Faut qu'il couche avec. Mais ça, je pourrais même pas vous dire que c'était vraiment ça. Puis aussi, ça se pourrait même que ça soit pas implicitement expliqué. Donc, que ça soit auto-interprétatif. Et ce que j'aime dans les œuvres, là, comme dans le cinéma, j'aime ça quand il y a une fin un peu ambiguë, puis tu dois toi-même interpréter, ou sinon c'est symbolique, ou c'est des métaphores, blablabla. Fait que, ouais, Faulkner, c'est certainement un auteur que je vais relire. Donc 9.4, ça c'est comme, ça c'est une œuvre, c'est un classique. Fait que, dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous laisse là-dessus. As I Lay Dying, excellent. Et je vais lire d'autres Faulkner et relire ceci. Ciao. 9.4. Bye.